Alors, je vous présente, d'abord, je vais partir de ma gauche vers la droite, la même que vous, finalement. Je vous présente d'abord Josée Saint-Laurent. Josée, merci encore une fois d'être là, qui est directrice santé-sécurité et travail, santé, sécurité, affaires juridiques au Conseil du patronat du Québec, qui cumule plus de 30 ans d'expérience en matière de santé et sécurité. Avant, je me disais que 25-30 ans, c'était beaucoup d'expérience. J'étais comme, wow! Puis là, ben, je viens d'avoir 25 ans d'expérience cette semaine. Je trouve que c'est encore très, très, très jeune. Josée est en charge de tous les dossiers qui touchent la santé et la sécurité au Conseil du patronat. Elle aide à peu près tous les comités sur lesquels j'ai le bonheur de participer. Et tu nous éclaires bien sur toutes sortes de sujets, autant politiques, juridiques. Elle participe également à plusieurs comités conseils à la CNESST, à écouter les doléances syndicales et les raisons pour lesquelles la CNESST ne met pas certaines choses en place. Donc, sur les changements législatifs et jurisprudentiels. Également, je vous présente Véronique Saint-Pierre, qui est infirmière conseillère senior chez Groupe Biron Santé. Elle œuvre depuis plusieurs années comme conseillère médicale, ainsi qu'en santé et sécurité en entreprise. Maintenant consultante chez Biron, elle se spécialise dans la prévention et la gestion des accidents de travail et des invalidités. Daniel, j'ai oublié ton nom de famille, Daniel, ça va bien, hein? Dufour, merci Daniel. Daniel est conseiller chez Beneva, je vous en ai parlé. Il œuvre dans le domaine de l'assurance collective depuis plus de 28 ans. Ses principales fonctions sont au niveau de la mise en place de solutions d'accompagnement novatrices. Vous allez voir, il va vous parler de trucs vraiment cool, en fait tout le monde, mais bon. Basées sur les meilleures pratiques en prévention et en gestion de l'invalidité et en soutien à l'expérience financière des régimes d'assurance collective. C'est tous des mots que je comprends difficilement, j'ai hâte de t'entendre. Et évidemment, la dernière et non la moindre, mon associée, Catherine Deslauriers, que plusieurs d'entre vous connaissez, qui est une machine autant entre les deux oreilles. Elle est fabuleuse, elle est fantastique. C'est une femme intelligente, forte, que j'admire beaucoup et avec laquelle je suis très heureux de travailler. C'est pas ça pantoute ton texte, mais je le lirai pas parce que c'est ça que je voulais dire. Alors, mesdames et messieurs, votre panel, et je lance immédiatement la discussion en posant une question à Catherine. Est-ce que tu pourrais nous parler des projets de loi 59 et 42 qui ont été adoptés tout récemment et nous dire en quoi est-ce que ça change la donne pour les employeurs? Merci, Éric, pour l'entrée en matière. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Donc, PL 59, qui est entré en vigueur en 2021. C'est sûr qu'on a tous entendu parler, mais c'est quoi le lien avec notre sujet en matière d'invalidité? En 2021, il y a eu plusieurs modifications qui sont entrées en vigueur. Je vais en parler de 3 spécifiquement. Premièrement, en 2021, on a introduit dans la loi sur la santé et la sécurité du travail la notion de protection des risques psychologiques. C'était quelque chose qui était complètement nouveau parce qu'avant, on parlait juste des risques physiques. Quand on parle des risques psychologiques, bien, on parle des burn-out, on parle des questions de dépression. Donc, ça, c'est quelque chose qui était complètement nouveau qui a dû être abordé. Et pourquoi je dis que ça a un lien avec l'invalidité, c'est qu'on sait que dans des bureaux, par exemple, des postes qui sont plus sédentaires, c'est plutôt ces risques psychologiques-là qui sont traités. La deuxième chose qui est entrée en vigueur, c'est l'obligation pour les employeurs de protéger ses employés contre la violence conjugale et familiale. Puis ça, beaucoup de gens se questionnent encore aujourd'hui. J'ai encore des appels aujourd'hui à dire, bien, comment je fais ça? Je rentre dans la sphère privée des employés, excusez-moi. Honnêtement, c'est ce que la loi veut. Donc ça, c'est un autre élément très important. Pourquoi et quel est le lien avec notre sujet aujourd'hui? C'est que quand on parle de violence conjugale et violence en matière familiale, souvent, ces gens-là tombent en invalidité parce qu'ils n'ont pas les filets de sécurité autour d'eux pour pouvoir poursuivre. À un certain moment, ils tombent au combat, malheureusement, mais on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Donc, le but de ce changement-là, c'était de s'assurer qu'il y a un filet de sécurité. Puis ça, aujourd'hui, mais en lien avec l'invalidité, c'est très important. Le troisième changement que je dirais qui est quand même très important aussi, c'est au niveau des comités de santé et sécurité. Maintenant, pour toutes les entreprises qui ont plus de 20 employés, il faut qu'il y ait des comités de santé et sécurité où on a des employés et des représentants de l'employeur dessus qui vont adresser justement ce dont je viens de vous parler. Troisième élément très, très important. Et tout ça, ce qui est arrivé, encore un autre changement qui dérange les employeurs, on va mettre ça comme ça, ou plutôt nous force à se questionner, c'est que chez les entreprises de plus de 20 employeurs, il faut maintenant faire des analyses de risque. Et en 2025,
tadam, tout le monde va devoir avoir un programme de prévention, alors qu'avant, ce n'était que les employeurs du groupe prioritaire 1 et 2. Donc, adopter un programme de prévention qui parle notamment des risques psychologiques, de la violence à caractère familial et tout ça. Et là, ministre Boulet qui nous adopte le PL 42, encore le fun. Pour de vrai, c'est des beaux projets visant à soutenir les employés. C'est l'introduction des notions de violence à caractère sexuel. Et ça, encore une fois, les personnes qui sont victimes de violences à caractère sexuel, ça va encore une fois entraîner des invalidités qui sont souvent de très longue durée. Donc ça, c'est tous les éléments qui sont importants, qui changent la donne parce que vous devez maintenant faire des analyses de risque et prendre tous ces éléments-là en compte. Merci pour cette belle entrée en matière concernant les changements et le tumulte que nous vivons avec nos clients depuis quelque temps. José, question pour toi. Est-ce que tu pourrais nous dire, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre qu'on connaît, qu'on en est quasiment tanné d'en entendre parler, mais on va le vivre pour plusieurs années, c'est quoi le rôle nouveau, s'il est, que joue la prévention de l'invalidité? Alors, c'est sûr que la pénurie de main-d'œuvre et les changements législatifs en matière de santé et sécurité, je vais vous parler plus de la CNESST, met l'accent sur le fait qu'il faut faire nos programmes de prévention, il faut faire nos analyses de risque parce qu'on veut garder notre monde. Donc, c'est sûr que la pénurie de main-d'œuvre, on ne veut pas que nos gens partent en invalidité, on veut qu'ils reviennent le plus rapidement possible. Donc, il faut faire nos analyses pour aller plus loin. Les risques psychosociaux, et je vous annonce que les TMS vont être aussi dans les prochains changements législatifs qui s'en viennent. José, c'est quoi oui, les TMS? Les troubles musculo-squelettiques. Merci, Eric. Les acronymes, on en utilise beaucoup. Donc, les troubles musculo-squelettiques, on est en train de travailler à la CNESST sur les changements législatifs en matière de troubles musculo-squelettiques. Et maintenant, dans la loi, on les a mis, les troubles musculo-squelettiques et les risques psychosociaux. Et la CNESST vous demande déjà de faire les analyses de risque, même si le programme de prévention va être en 2025. Donc, la CNESST, on a vu des inspecteurs déjà débarquer dans des organisations pour émettre des dérogations parce que les entreprises n'avaient pas fait leur analyse de risque pour les risques psychosociaux. Donc, actuellement, là, il y a vraiment un accent sur ça. Et oui, les bureaux, on ne le faisait pas nécessairement avant et maintenant, il faut s'en préoccuper. Et que ce soit à la maison ou que ce soit dans le milieu de travail, pour la violence, on élargit encore. Et là, la limite entre santé, sécurité et assurance, c'est ouvert. Là, certains cas, ça va en l'assurance, certains cas en indemnisation, c'est une nécessité. Et on va voir dans les prochaines années probablement une migration vers des cas CNESST plutôt que des cas d'assurance. Mais dans tous les cas, on veut ramener les gens. Donc, il faut faire les analyses de risque pour identifier où mettre nos actions en priorité. Donc, de faire une priorisation pour être capable de mettre nos investissements au bon endroit. Okay. Donc, pour les gens dans la salle, peut-être qu'ils font un peu moins d'invalidité, juste pour être sûr, je comprends bien ce que Catherine et toi, vous nous dites. Je comprends que maintenant, dans mon programme de prévention, je vais devoir écrire comment je vais analyser les risques de problèmes de maladies mentales ou psychologiques de mes employés à cause du travail. Oui. Puis il va falloir, après ça, développer le programme de prévention en conséquence. Okay. Et ça, c'est des choses qu'on ne faisait pas nécessairement. Puis, tu sais, si tu me permets, Eric, rapidement, si vous pensez, tu sais, José avait parlé, il y a des interventions de la CNESST. Là, je me fais appeler par des clients. Puis, ce qui est plate, c'est que quand c'est un inspecteur de la CNESST qui rentre chez vous pour vous dire « Ah, tu n'as pas de comité de santé et sécurité, tu n'as pas fait ton analyse de risque », c'est lui qui vous impose comment ça se fait. Puis, c'est lui qui va vous dire « Je suis satisfait ou je ne suis pas satisfait ». Fait que prenez les devants. Oui, effectivement. C'est le conseil d'Annie. Oui. Véronique, ce volet-là, moi, j'appelle ça le volet psychosocial. Là. On a de la misère, José le disait, à distinguer. Des fois, coudonc, je suis dans ma cour d'employeur à faire ça. Toi, dans ta pratique et dans ce que tu vois, ce volet psychosocial-là, c'est quoi l'impact que ça a? Bien, c'est sûr qu'on ne peut plus l'écarter. Tu sais, avant, l'employeur, souvent, était un peu réticent à se mêler de la vie privée de ses employés. On allait voir parfois là, des employés qui avaient une baisse de productivité, que les humeurs changeaient, que les comportements aussi changeaient, certains retraits, tout ça. Mais, tu sais, somme toute, souvent, on préférait laisser aller où il y avait peu de gens à l'aise ou habilités pour aller vraiment prendre en charge ces employés-là. De plus en plus, ce qu'on va voir, c'est qu'on va leur recommander, en fait, de former les superviseurs terrain pour qu'ils puissent eux-mêmes mieux dépister puis mieux orienter les employés vers les services qui sont disponibles chez l'employeur.
Fait que d'une certaine façon, en fait, on a l'impression parfois que les outils sont bien connus ou que le fameux filet de sûreté, tout le monde devrait être en mesure de l'appliquer, de l'implanter. Mais dans la vraie vie, quand je fais de la formation chez les employeurs, ce qu'on constate, c'est que près de 50 des superviseurs terrain ne savent même pas ce que c'est un programme d'aide aux employés, donc encore moins comment aller référer un employé au programme d'aide, comment aller chercher du support avant que cet employé-là ne parte en maladie. Fait que de plus en plus, ce qui est intéressant, c'est d'outiller les superviseurs terrain, de s'assurer que les gens sont habilités à dépister, puis ça vient là un peu l'analyse de risque. C'est qu'analyser un risque musculo-squelettique, il y a des ergonomes, il y a un paquet de gens, on est habitué avec des ingénieurs, tout ça, de faire fonctionner les machines de manière ergonomique. Mais comment on peut, par exemple, adresser un employé qu'on a l'impression qu'il est peut-être en détresse psychologique? Moins de gens un peu qui sont à l'aise de travailler de ce côté-là. Puis c'est là vraiment que ça va être intéressant d'outiller des personnes clés dans votre entreprise pour le dépistage et l'installation du fameux filet de sûreté avec soit un appel déjà prévu au PAE, mieux orienter la prise en charge du dossier par le programme d'aide, de savoir comment outiller cet individu-là, puis de l'accompagner aussi dans sa détresse, puis répondre aux nouvelles exigences, en fait, de la CNESST. Daniel, j'entends Véronique parler de programmes d'aide, d'outils, tout ça. Chez Beneva, est-ce que vous incitez ou vous aidez les employeurs à mettre des outils en place pour faire cette prévention-là? Puis, si oui, comment on s'assure que les gens les utilisent? Oui, ben, tout à fait. Tu sais, comme assureur, oui, on va aider l'employeur, puis même, je dirais, le régime d'assurance collective, il y en a plusieurs produits et services qui peuvent être offerts, notamment des programmes d'aide aux employés. Puis Véronique, tu touches un bon point, là, effectivement, tu sais, on le voit, c'est pas juste de mettre en place un programme d'aide aux employés, il faut savoir qu'est-ce qu'il contient et comment on accède aussi à ce service-là. Ça, on le voit très souvent. On le voit en prévention, mais on le voit aussi lorsque on a à gérer des dossiers d'invalidité. Ce n'est pas tout le monde qui sont au courant qui avait accès à ce type de programme-là. Et c'est quoi les services qu'ils comprennent? Hein? Donc, souvent, on va pas dire un programme d'aide aux employés, c'est purement psychologique, mais il y a souvent des programmes d'aide aux employés qui peuvent inclure, je ne sais pas si vous le saviez, mais un volet physique, volet financier, volet légal aussi. Donc, volet légal, nous, on s'entend, ce n'est pas une opinion juridique, mais quand même, des conseils un peu, comment démystifier un peu tout ça et où se retrouver et à quelle porte là, à laquelle frapper. Donc, pour répondre à ta question, en fait, comment on peut en faire aussi, je dirais, la promotion, puis s'assurer que les employés utilisent les bons outils? Pour pouvoir les utiliser, il faut savoir qu'un qui existe et comment les utiliser. Et ça passe par une approche, je dirais, qui est une approche qui est globale, qui va être intégrée. Tantôt, tu m'avais discuté de nommer le mot continuum, là, mais le continuum de la santé, hein, quand on parle, là, si je ferais là, une allusion avec les lumières de circulation, hein, quand on est en bonne santé, on est dans le vert. Quand on est des facteurs de risque, on est dans le jaune. Puis si on tombe en invalidité, là, on est dans le rouge. Hein, ça ne va pas, on vient de frapper un mur, on est arrêté. Donc, on a besoin d'une période de repos. Mais tout le continuum de santé, là, pensez aux lumières de circulation, là, c'est quand ça va bien, quand on a des facteurs de risque et quand on est en invalidité. Donc, ça prend vraiment une approche qui couvre tout ça. Et je dirais une approche qui couvre aussi autant les volets de la santé physique, la santé psychologique et je vous dirais aussi la santé financière. Hein, souvent, là, on peut avoir tendance à laisser le côté financier un peu dans l'angle mort. Mais je ne sais pas si vous saviez, là, mais une des principales causes de stress au niveau de la santé psychologique, c'est les finances personnelles. Hein? Je vais poser, si on a eu plus de temps, j'aurais dit qui a eu déjà un problème de dos ici aujourd'hui? Bon, il y a plusieurs qui auraient levé la main. Qui a déjà subi une dépression? Oui, peut-être quelques-mains. Si je dirais, qui a des problèmes financiers ou qui est. Possiblement qu'il n'y aura pas. Mais possiblement que souvent, il n'y a pas beaucoup de monde qui lève la main quand on pose la question. Et c'est normal aussi, c'est un sujet qui est quand même tabou. Mais tout ça, il faut quand même le considérer dans l'approche globale qu'on a, parce que c'est un facteur de risque, un facteur de stress qui est très, très important. Donc, il faut avoir une approche qui est globale et il faut l'intégrer. Puis la clé du succès, là, c'est de l'intégrer dans les pratiques de gestion au quotidien. Donc, c'est-à-dire, puis une des façons concrètes qu'on peut faire ça, que lorsqu'il y a des rencontres d'employés, des rencontres d'équipe, c'est d'inclure tout simplement, hein, ça c'est un moyen parmi tant d'autres, inclure un sujet santé à l'ordre du jour. Donc, ça peut être pour parler, exemple, aujourd'hui, on va parler du PAE, on va démystifier un petit peu, c'est quoi, qu'est-ce que ça comprend comme service, c'est quoi les autres services qu'on a à notre disposition, parler d'un sujet santé, parler de promotion, de prévention, donc de faire vivre cette culture santé-là à même les pratiques de l'organisation. Si tu me permets, je te pose une question parce que OK, c'est beau, j'achète, oui. Vendu, mais ça prend des gens pour faire ça, ça prend du temps, ça prend de l'argent. Au niveau des coûts, surtout on parlait de pénurie de main-d'œuvre, tout ça,
si on parle aux gens dans la salle, on a-tu des données financières là-dessus? OK, m'a mettre 100 000 là, dans cette affaire-là, dans ma business, mais ça me rapporte ou c'est de la perte sèche? Ou, tu sais, Oui, c'est ça. Ben, ça, c'est toujours une bonne question. En fait, combien je vais devoir investir ou combien ça va coûter? Des fois, on n'a pas besoin d'investir des grandes sommes. Tu sais, quand on fait référence aux pratiques de gestion, puis comme Véronique le mentionnait, tu sais, la formation au niveau des gestionnaires, le soutien qu'on peut leur donner, c'est démontré dans la littérature. C'est là qu'on va avoir le meilleur retour sur investissement. Donc, il n'y a pas d'investissement TI, de technologie d'information. On n'a pas de développement informatique à faire pour ça, puis c'est ça qui nous donne le meilleur retour. Donc, ça, c'est une chose. Mais au niveau de, si on le regarde un peu, combien je dois investir et tout ça, posez-vous la question aussi dans votre organisation, ça me coûte combien l'invalidité dans mon organisation ou ça me coûte combien l'absentéisme? Puis je serais curieux de faire le tour. Avez-vous des indicateurs dans chacune de vos organisations pour être capable de suivre, hein, sans dire de tout suivre, mais d'avoir quelques indicateurs qui vous permettent d'avoir une idée, ça coûte combien? C'est pas facile nécessairement à suivre. Puis des fois, ce qu'on se rend compte dans les organisations, ce qu'on vient mesurer le plus, c'est les coûts qui sont directs. Je paye tant en assurance collective, ça me coûte tant en prime d'assurance, ces choses-là. Ça, c'est des coûts vraiment directs. Pensez à un iceberg. Hein? Fait que la pointe de l'iceberg, c'est au-dessus de l'eau. Ça, c'est les coûts qui sont vraiment directs. Mais il y a plein de coûts indirects qui sont sous l'eau puis qui représentent une très bonne partie. Hein, si vous avez des employés qui ont des problèmes de santé, qui font du présentéisme, donc parce qu'ils ont un problème de santé, ils ne sont pas entièrement fonctionnels. Ils sont là, mais ils ne sont pas là. Le coût de remplacement de l'employé qui est parti, ce que vous allez investir en efforts de formation, de remplacement, en dotation, pensez à toutes les personnes qui vont être impliquées, puis en perte de productivité ou atteinte à l'image de marque là, de l'organisation, des opportunités d'affaires que vous allez perdre. Ça peut représenter des coûts qui peuvent être une fraction du salaire de l'employé, aller jusqu'à plusieurs fois son salaire. Puis là, je ne m'avancerai pas sur des chiffres parce qu'il y a plein d'études, mais ça peut être même des fois, dans certains cas, plusieurs fois le salaire d'une personne. Donc, je pense que l'investissement en vaut la peine. Merci. On est aussi dans une période de technologie, nouvelle technologie. On va en parler avec les autres panels un petit peu plus tard. Véronique, est-ce qu'il existe des technologies, de l'intelligence artificielle, des robots, des je ne sais trop quoi, qui nous aident dans la gestion et la prévention surtout de l'invalidité? Robots, pas encore. Par contre, on sait qu'il y a des avancées médicales qui font leur entrée sur le marché qui sont parfois moins bien connues de la part autant des médecins traitants que des employés. On va penser entre autres aux fameux tests de pharmacogénétique qui peuvent permettre de déterminer quelle médication sera efficace ou non, laquelle provoquera surtout des effets secondaires. C'est encore plus parlant dans les cas en fait d'invalidité sur des lésions en fait psychologiques. On sait qu'un seul essai de médication dans un cas de gestion de dépression, trouble d'adaptation avec l'humeur anxio-dépressive, ça prend minimalement 4 à 6 semaines avant de voir si le traitement est efficace. Si on fait 2 à 3 essais de traitement, c'est facile de se projeter dans le temps pour une absence de 3 à 6 mois, voire davantage. Puis on sait que quand on dépasse un premier stade d'un 12 semaines et environ, le risque de chroniciser, en fait, la lésion est encore beaucoup plus présent et de ramener cet employé-là sera de plus en plus difficile. Souvent, les médecins, je n'appellerai pas ça nos médecins plus âgés, mais beaucoup de médecins vont y aller avec les molécules avec lesquelles ils sont confortables. Donc, depuis des années, je prescris toujours le citalopram. On commence à 5, on monte à 10, on monte à 20 si ça ne marche pas. Mais là, on a 3 mois d'absence derrière la cravate, puis l'employé ne répond toujours pas au traitement. Avec un test pharmacogénétique, bien, ils vont déjà savoir quelle classe d'antidépresseurs ou d'anxiolytiques pourrait faire la job et mieux cibler, en fait, le traitement. Puis, on va le voir même dans le volet préventif. Un employé qui commence à aller moins bien, pour lequel on aurait dépisté une certaine forme de détresse psychologique et peut-être déjà sous traitement. Qu'est-ce qui va l'amener en invalidité? Le fait qu'on n'offre pas le fameux filet de sûreté dont on parlait tout à l'heure, mais aussi le fait que peut-être il soit échec par-dessus échec au niveau des traitements pharmacaux qui sont tentés par le médecin traitant. On va voir à ce moment-là la personne, tranquillement, pas vite, un peu arrêter de croire au fait qu'il va aller mieux éventuellement. Son état de santé mentale va se dégrader, puis la médication ne fait pas son effet. On va parfois avoir un arrêt de traitement. On va aussi avoir finalement un arrêt de travail. Fait que la pharmacogénétique, comme avancée scientifique, est quand même un volet très intéressant qui s'est énormément développé. On n'est plus comme il y a quelques années avec molécules classe verte, comme tu disais tantôt, les feux de circulation, jaune, rouge. Non, non. Là, on est rendu à un point tel que la pharmaco peut même dire pour cet individu-là, avec ses phénotypes, avec la façon dont son corps va gérer la médication,
on ciblerait telle dose de telle molécule. Ça ne marche pas. Le deuxième choix, ce serait plutôt celui-là en association avec celui-là, mais avec encore une fois une recette presque complète pour le médecin traitant. Donc là, on est vraiment dans un aspect très intéressant qu'il faut pouvoir présenter aux employés de la bonne façon. Si tu me permets, je vais peut-être intervenir. Peut-être que vous êtes en train de dire, on parle de génétique, c'est vraiment invasif pour les employés. Écoutez, en tant qu'employeur, vous pouvez le faire. Exemple, vous avez un employé qui est en invalidité depuis 2 ans, là, vous pouvez lui offrir, écoute, je te paye un test de pharmacogénétique, c'est quoi? C'est à peu près entre 250 et 300, je pense. C'est vraiment pas cher. On est sous la barre des 300 $. Puis on parle de je te l'offre. Vous ne pouvez pas lui imposer parce que c'est une atteinte à son intégrité quand même physique de faire des prises de sang, mais vous l'offrez. Puis si la personne elle accepte, vous faites signer une belle lettre qui dit je vous l'ai offert, est-ce que tu acceptes? Il signe, oui, j'accepte. Puis honnêtement, des employés qui sont partis pendant 2 ans, vous leur dites dans la lettre, par exemple, je n'aurai pas accès à l'information, c'est pour toi, tu vas pouvoir la fournir à ton médecin. Bien, vous allez voir un employé qui est heureux, qui est soutenu, puis qu'il y a peut-être un espoir de finalement avoir les bons médicaments. Fait que vous pouvez le faire en tant qu'employeur, c'est pas une équivalence. Non, puis tu sais, je fais du pouce là-dessus. Catherine, en fait, au-delà même que l'employeur ait à offrir lui-même un gestionnaire, par exemple, d'arriver puis de présenter une option pharmacologique ou une option médicale. Tu sais, des fois, on dit, je suis peut-être pas à l'aise de faire ça, tout ça. Mais tu sais, sachez, puis Daniel, tu le sais aussi, là, en invalidité, chez les assureurs, c'est quelque chose qui va être utilisé souvent par les gestionnaires, qui va être proposé à l'employé. Puis, si on est en auto-assurance, bien, parfois aussi, c'est d'identifier, c'est une autre pratique aussi qu'on voyait moins avant, mais de vraiment aller cibler dans votre organisation une personne qui va être la ressource conseil, par exemple, en gestion de l'invalidité ou en gestion des réclamations. Donc, plutôt que d'avoir plusieurs ressources humaines qui font de leur mieux, qui ne sont peut-être pas 100% habilitées ou qui sont moins confortables avec la gestion de ces dossiers-là, d'avoir une ressource à l'interne qui est dédiée, en fait, à la gestion des dossiers d'invalidité, de réclamation, tout ça, ça peut être extrêmement aidant. On voit un beau retour sur investissement aussi pour les employeurs qui disent, bien, tu sais, moi, je n'ai pas les moyens de payer un 70 000, un 80 000 pour un salaire à temps complet chez une personne qui va être mon gestionnaire de l'invalidité. Bien, sachez qu'il y a aussi la possibilité d'avoir une personne en externe. Donc, vous allez aller avec une firme comme TELUS, comme Biron, comme un paquet de fournisseurs de services. Biron, on est les meilleurs, on le sait. Mais, tu sais, vous allez, à ce moment-là, vous doter, en fait, d'un gestionnaire d'invalidité qui est en externe, que vous allez payer seulement pour les heures travaillées, puis on est bien moins cher que des avocats. Fait que, non, mais... Il faut le faire comme il faut quand même. Il faut le faire comme il faut, mais au niveau aussi de l'offre, des possibilités médicales, quand on a une ressource qui est médicale, médico-légale, bien, d'amener, nous, cette option-là sur la table avec un employé qui est en absence, c'est parfois plus facile. Puis l'autre chose, bien, c'est les thérapies. On va voir, entre autres, beaucoup maintenant l'ergothérapie en santé mentale. Donc, on va amener une réactivation de l'individu. C'est bien que la médication ait fini par faire son effet, mais parfois, la personne est en arrêt depuis 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. On n'a plus d'horaire, on est en pyjama, on s'habille en mou, on se lève quand on veut, on mange quand on veut, on n'a plus d'agenda. D'avoir de l'ergothérapie en santé mentale, où est-ce qu'on va faire une réactivation, une remise en forme au niveau vraiment des activités neuropsychomotrices, tout ça, bien, c'est un autre nouveau volet aussi qu'on voit de plus en plus. Puis, tu sais, Daniel, pour en parler aussi, dans le processus de réadaptation avec les assureurs, c'est quelque chose qu'on va mettre de l'avant de plus en plus, comme les thérapies cognitivo-comportementales, etc. Donc, pas de robots, mais quand même plusieurs belles avancées qui permettent de dénouer des dossiers qui parfois étaient pratiquement insolvables, là. Je me permets, parce que vous êtes fort discipliné sur le temps, d'ajouter une question qui n'est pas là-dedans, mais pour les gens dans la salle, moi, je suis employeur, j'écoute ça, wow, c'est fabuleux. Là, je veux faire ça. J'appelle qui? J'appelle mon assureur collectif? J'appelle chez Biron en réception, puis je dis, je peux-tu parler à quelqu'un qui fait... C'est comment un employeur met ça en place? Bien, c'est souvent ça. Avant d'appeler Éric ou Catherine. Oui, c'est ça, avant d'être même rendu si aux Éric avocats. et Catherine ne coûtent pas cher. En fait, oui. Tu sais, moi, je le vois, les clients avec lesquels je travaille maintenant comme consultante, souvent vont avoir passé justement par Biron, mais en ne sachant pas ce qu'ils cherchent. Tu sais, des fois, ils vont dire j'appelle, j'ai besoin d'une expertise, là, j'ai un dossier que ça fait des mois que ça traîne, je suis tannée, je veux le ramener au travail. On est rendu à une expertise. Daniel, tu le vis aussi en assurance, il y a des clients qui vont être, tu sais, vite une expertise, il est malade, ça fait 2 semaines, vite une expertise. Puis souvent, c'est là qu'on va leur dire, attends un petit peu, là. Il reste encore plusieurs étapes qu'on peut faire pour aider ton employé. Puis c'est là que ça devient un win-win, puis une attraction aussi pour l'employé. Quand l'employé a l'impression que son patron prend soin de lui et non pas qu'il est en contestation avec le médecin traitant, vous n'avez pas la même relation par la suite là, avec cet employé-là. Si ultimement, on est là peut-être, mais pas généralement. Daniel?
Oui. Ben, moi, je dirais aussi en tant qu'employeur, aussi, discuter aussi avec votre intermédiaire. Tu sais, je pense que vous allez faire affaire aussi avec un intermédiaire de marché, un courtier, un spécialiste, une firme d'actuaires conseil. Alors, regardez vraiment, c'est quoi vos besoins. C'est quoi les meilleures solutions aussi? Fait que profitez de cette situation-là. Là, ça, c'est vraiment le rôle de votre intermédiaire, faire venir auprès de l'assureur. Puis on peut vous conseiller, on peut vous aider aussi à ce niveau-là. Mais il y a plein de solutions. Fait que, en fait, c'est ça que je Oui, il y a de l'espoir. Oui. Bien, puisque, puis là, je m'excuse si tu es le représentant des assureurs ici, mais il y a beaucoup d'employeurs dans la salle et on reçoit souvent des appels dire hey, là, mon assureur, il me dit pas telle affaire, puis là, je veux savoir si. Puis là, tu sais, on a tendance à vouloir fouiller dans le dossier du salarié dont vous avez entière possession. C'est quoi le secret pour les employeurs dans la salle pour avoir une bonne collaboration? Je ne dis pas d'avoir accès illégalement à des infos, mais d'optimiser la relation avec son assureur collectif. Oui. Bien, je dirais la première des choses, il faut établir une relation de confiance et de partenariat entre l'employeur puis l'assureur, puis ça passe par la communication. Donc, il faut avoir une communication qui est transparente, il faut avoir des communications qui sont sur une base régulière, il faut se parler régulièrement. Fait que la notion de partenariat, c'est hyper important. Il faut développer cette confiance-là au fur et à mesure là, que la relation s'établit. Donc, il faut se partager des informations. Mais juste Jordan, Catherine, vous êtes deux avocats, mais respectez la confidentialité. Puis vous savez que les lois sont venues renforcer, hein, la dernière loi 25 est venue renforcer encore davantage, avec raison, toute la gestion des renseignements personnels, la protection des données. Donc, c'est très important. Donc, oui, comme assureur, on détient beaucoup d'informations. Donc, mais il y a de l'information qu'on ne pourra pas vous donner. Donc, essayez pas de nous appeler et de dire « Ouais, mais là, mon employé, il a-tu vu son psychologue ou il a-tu débuté ses traitements? » là? Non, on ne vous le dira pas. Ça, on ne vous dira pas. On ne rentrera pas à ce niveau-là. Donc, ça, c'est de l'information qui est protégée, qui est confidentielle. Mais par contre, toute l'information, le contexte alentour du travail, comment est survenu? Hein? Vous êtes nos yeux, vous êtes nos oreilles sur le terrain. Comment est arrivé, justement, l'arrêt de travail? Comment ça s'est passé? Y avait-tu un contexte? Est-ce qu'il y avait des conflits? Y avait-tu une problématique de rendement, de performance? Y avait-tu des choses qui se passaient? Est-ce que cet employé-là est attendu aussi pour son retour au travail? Ou bien les jeux sont joués et vous savez déjà qu'il va y avoir une restructuration et qu'il ne pourra plus retourner dans son emploi qu'il occupait avant? C'est important de le savoir dès le départ parce que nous, dans le plan d'action qu'on a de l'avant, la réadaptation ou peu importe, c'est important de le savoir, puis on n'orientera pas les interventions ou les services qu'on peut offrir à votre employé de la même manière. Donc, une communication. Vraie restructuration ou une restructuration qui donne bien dont tu parles? Je dirais qu'on voit de tout. Hein? On n'aimerait pas de gens dans la salle, mais bon. Oui. Mais Catherine, j'aimerais ça que peut-être, mais on a entendu le point de vue très correct et très légal de Daniel. Toi, si tu avais des trucs pour nous aider à aller chercher plus d'informations que Daniel ne veut pas nous donner, tu nous dirais quoi? Bon, il y en a plusieurs qui me connaissent dans la salle, ça arrive. Hein? Essentiellement, il faut se rappeler que les lois nous permettent d'obtenir de l'information auprès de l'assureur quand on a des consentements des employés. Il peut y avoir des circonstances, je vais les appeler les circonstances legit. Par exemple, retour au travail d'un employé. Il y a certains assureurs qui, des fois, ne donnent même pas les limitations fonctionnelles, disent « Tu es capable de retourner malgré les limitations. » Puis j'ai des clients qui m'appellent en panique, je ne sais pas c'est quoi les limitations fonctionnelles. Imagine, je change de poste, on fait signer un consentement, on obtient l'information. Il y a un autre cas, tout le monde connaît mon expression préférée, le cas du crosseur. Donc, oui, je le sais, mais ceux qui travaillent avec moi savent que j'utilise beaucoup ce mot-là. Donc, le cas du crosseur, ça peut arriver où il y a des raisons de croire que la personne fraude le système ou tout simplement ne démontre pas son véritable état de santé. Jean-Charles qui est sur un toit alors qu'il a supposément qu'il a mal au dos. T'sais. Donc, dans ces cas-là, il y a plusieurs stratégies qui peuvent être mises à contribution et il faut une collaboration employeur-assureur. Pour ça, dans certaines circonstances, il faut aller chercher de l'information médicale. Donc là, encore une fois, comment on joue le consentement, comment on le joue avec l'assureur, si l'assureur a déjà fait faire une expertise. Il y a des façons de l'apporter stratégiquement pour pouvoir aller chercher l'information et où aller en parallèle. Mais quand il faut une collaboration assureur et employeur, dans ce cas-là, il faut parler avec l'assureur, dire « j'ai des doutes, mais laisse-moi prendre le lead ». Si vous ne dites pas à l'assureur, il va peut-être faire des démarches qui vont être contraires à vous. Donc, il faut cette collaboration-là, absolument. Vous n'êtes pas un contre l'autre. Comme Daniel vient de dire, un employé qu'on ne veut pas avoir, vaut mieux collaborer avec l'assureur
on va se dire, Daniel, vous n'irez pas dire à l'employé quand même, ils veulent plus de toi. Non, c'est ça. Bon, mais il va vous aider. Fait que c'est important. Collaborer, parler, vous avez le droit. Les employeurs, par contre, rappelez-vous, vous ne pouvez pas donner d'informations non plus personnelles et confidentielles à moins d'avoir un consentement. Fait que j'ai déjà vu des collègues qui font de l'assurance venir me voir, me dire « Catherine, l'assureur, l'employeur ne me donne pas d'informations. » Je dis « Demande un consentement à l'employé de parler à ton employeur. » Ça fonctionne. Fait que n'oubliez pas que ça existe, le fameux consentement, c'est assez facile à avoir, étonnamment. Quand vous ne l'avez pas, red flag. Puis on a l'impression, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, qu'avec les projets de loi qui ont été adoptés là, dans les 2 dernières années, puis je vais passer le crachoir à Josée là-dessus, on a vraiment l'impression que le gouvernement, le législateur nous enfonce dans la gorge littéralement l'obligation de collaborer. Fait que d'après toi, Josée, 1, est-ce que tu perçois ça? Et 2, c'est quoi les meilleures pratiques que les employeurs devraient adopter là, en matière notamment de retour au travail pour les employés? Bien, c'est sûr que, bon, vous avez vu dans les changements, la CNESST veut favoriser une prise en charge. Bon, c'est peut-être pas tous les meilleurs outils tout le temps, mais il y a un représentant santé-sécurité qui doit être nommé. On doit faire des analyses de risque. La meilleure façon pour être capable d'aller chercher la collaboration des gens, c'est d'aller parler aux employés. Donc, si j'ai un retour au travail, de parler aux gens, de lui demander, bon, on aimerait que tu reviennes, c'est quoi tes contraintes, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour t'aider, puis d'aller chercher des suggestions, d'aller chercher des idées. Et si vous avez déjà pensé à des choses, bon, la résistance au changement, on la rencontre souvent. Donc, c'est sûr que si j'arrive puis que je dis, bon, ben on a fait ce changement-là, puis on n'y a pas parlé avant, bien, ça se peut qu'on ait une résistance. Donc, c'est d'aller chercher l'assentiment des gens, de lui parler de notre suggestion. Puis ça se peut que il va dire, ben oui, c'est une bonne idée, mais dans telle circonstance, c'est pas la meilleure solution. On va chercher les idées et comme ça, on a vraiment une collaboration, une ouverture et les gens apprécient et ils reviennent. Et pour ceux, dans une des compagnies où j'ai travaillé, on avait mis en place une déclaration des inconforts. Donc, avant même qu'il y ait une réclamation, avant même que la personne soit blessée ou parte en maladie professionnelle, on leur demandait si tu as un inconfort, tu as mal à l'épaule, remplis tel formulaire. On faisait un peu comme une enquête d'accident, mais on allait voir pourquoi. On allait voir s'il y avait d'autres personnes. Et à ce moment-là, on pouvait mettre en place des mesures de prévention avant que la personne quitte. Et franchement, les gens aimaient ça, participaient et les solutions qu'on implantait étaient meilleures et acceptées par le milieu et souvent, ils ne coûtaient pas très cher. Mais si jamais ça coûte plus cher, on est capable de faire un calcul de retour sur investissement. Là, vous savez combien ça coûte la CNESST, combien ça coûte le remplacement, la formation. Des fois, on a des pertes de qualité, de productivité. Bien, on est capable de chiffrer. Moi, je n'ai pas de cours en finance, mais à un moment donné, j'ai travaillé avec des ingénieurs qui m'ont appris un peu à faire un retour sur investissement. Faites-le. Franchement, on est capable de prouver où investir et pourquoi on le fait, puis on est capable de le mesurer. Là. Ouais. Et de collaborer avec la personne, ça facilite vraiment le retour au travail ou le maintien au travail. Donc, quelqu'un qui a mal à l'épaule ne partira peut-être pas parce qu'il voit qu'on s'en occupe et qu'on lui demande son avis. Et dans la majorité des cas, ça fonctionne bien. Est-ce que, j'écoute tes propos et je me dis, en milieu syndiqué, je vous invite tous les 4 là, à répondre, c'est quoi le rôle ou l'apport du syndicat dans ce volet-là de collaboration? Josée? C'est sûr que quand il y a un syndicat qu'on commence à faire ces démarches-là, il faut les impliquer. Il faut les impliquer, mais on a, tout dépendamment des membres de comité de santé et sécurité, est-ce qu'ils font partie de l'exécutif syndical ou pas. Donc, il faut collaborer et leur expliquer que peut-être que toutes les décisions ne passeront pas par eux, mais qu'on va les informer, qu'on va leur demander leur avis. Et habituellement, quand on dit on veut avoir des représentants, supposons des personnes clés dans chacun des départements pour être capable d'approcher et de nous documenter par rapport aux problématiques, le syndicat ne peut pas être contre le fait qu'on demande l'avis des employés et qu'on les implique. Donc, habituellement, c'est bien d'accepter
Mais c'est sûr qu'il faut établir une relation et les informer. Il ne faut pas que... Catherine, comme je dis, j'ai vu jump out of the gate Oui. quand je posais la question. Vas-y. Dans les milieux syndiqués, ça va aussi dépendre de la relation que vous avez avec les syndicats. Il y a des gens qui m'appellent avec des relations confrontationnelles. Il faut quand même aller chercher leur accord. Puis ce qu'il faut rappeler aux syndicats quand vous avez des relations qui sont confrontationnelles, puis le syndicat ne veut pas vraiment collaborer, dans les questions d'accommodement, la jurisprudence est claire. Les syndicats doivent collaborer. Fait que c'est important peut-être de leur rappeler, écoutez, dans un beau petit courriel, je sens de la réticence de votre part. Vous avez l'obligation de collaborer des accommodements. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'on peut avoir, c'est un syndicat qui veut vous rentrer dans la gorge plutôt une décision dans un retour au travail. Récemment, j'ai un client qui m'a appelé, il me dit « Écoute, Catherine, le syndicat me dit faut absolument que je reprenne le gars alors qu'il est sur la route puis il y a un problème d'alcoolisme. Je suis obligée de le reprendre. » Le syndicat me dit « Je suis obligée. » Wow! Back up. Avant de le reprendre, on va regarder la situation puis on va le faire comme il faut son retour. Il est-tu clean maintenant? T'sais? Donc, n'oubliez pas, c'est une collaboration, mais gardez votre relation claire avec eux autres. Il y a différentes façons de l'approcher, mais important de les impliquer. Pour ici, un grief. Véronique? Oui, puis tu sais, moi, j'aimerais apporter aussi le point, on en parlait tantôt, puis tu sais, on le dit, collaboration, tout ça. La façon dont on va traiter les employés va aussi être porteur d'un message pour le syndicat puis pour les employés. On le nommait tantôt d'agir en bon père de famille dans la gestion des dossiers plutôt que d'aller en confrontation avec des expertises dès le départ, tout ça, de prendre vraiment un volet, tu sais, José l'a nommé beaucoup, d'écouter l'employé. Nous, en gestion de l'invalidité, que ce soit comme consultante externe ou tu sais, comme assureur, en fait, de démontrer qu'on prend soin, bien, souvent, on va avoir le pire syndiqué de l'usine le matin où il y a une problématique de genou qui a 8 mois d'attente pour être vu en orthopédie ou pour passer des examens et tout ça, qui est pris en main par la personne désignée par l'employeur pour une résolution optimale de son dossier. Après, il va être le premier à dire aux autres non, donne-les ton consentement, parle-y à la personne qui s'occupe de ça. Et moi, ils m'ont géré, puis tu sais, j'ai eu vraiment un service VIP, tout ça. Fait que le syndicat, il faut qu'il soit onboardé, mais de la bonne façon. Lui expliquer pourquoi on fait ça. Bien, c'est pas juste pour sauver des coûts, puis pas juste pour contester en bloc tous les dossiers. C'est comme contester n'importe quoi. C'est un SST, on perd de la crédibilité. Contester tout dossier d'invalidité, on perd aussi de la crédibilité auprès de nos employés puis du syndicat. Fait que quand c'est fait de la bonne façon, quand ils voient des résultats sur le win-win de l'employé qui est soigné VIP, l'employeur, oui, est-ce qu'il y a un gain? Bien, on raccourcit l'invalidité, mais ultimement, c'est le travailleur qui est mieux soigné, mieux traité. C'est difficile après d'aller faire un grief pour dire... Bien, moi, on s'est bien occupé de moi, puis ça m'a pris 3 mois au lieu de 3 ans à être remis sur pied, tu sais. Bien, je pense que l'exemple clair, le plus clair que je peux vous donner là-dessus, c'est un genou avec des ligaments déchirés, travailleur sur un chantier de construction. L'attente au public, on parle d'1 an et demi avant de se faire opérer, fait qu'1 an et demi en invalidité. On y paye au privé, c'est à peu près entre 5 000 et 7 000. On parle d'une opération qui se fait en dedans de 2 semaines, que j'ai déjà vu, là. 2 à 4 semaines, l'opération est faite, puis la personne revient dans un délai de quoi? 4-6 mois? Ça réfléchir, c'est intéressant. Dernière question pour terminer ce panel. Avant la période de questions, je vois les gens aiguiser leur crayon et non pas leur couteau pour vous poser des questions. Le projet de loi 59, la grande refonte du régime santé-sécurité, autant prévention qu'indemnisation. Le projet de loi 42 qui vient d'être adopté. On n'a plus vraiment accès à l'information des dossiers médicaux. Pour ceux qui ne le savaient pas, je vous le dis, c'est pour ça que je prends une pause. Et donc, mise de l'avant des mesures que l'employeur doit prendre pour prévenir, cibler les risques de lésions psychologiques en 30-45 secondes chaque. Est-ce que vous pouvez nous dire, là, c'est quoi, en quittant ici, une chose que ces projets de loi-là ont changé puis que nos gens dans la salle devraient retenir là, pour leur dossier? Josée? Pour les lésions psychologiques, faire les analyses de risque, d'essayer de cibler avant que les lésions arrivent. Le CNESST veut qu'on donne la formation à nos travailleurs, à nos gestionnaires, d'avoir les outils. Il faut avoir un climat de travail qui est favorable. Donc, il faut le faire avant que les lésions arrivent parce qu'après, dossier psychologique, c'est encore plus difficile d'avoir les dossiers médicaux et tout ça. Donc, il faut essayer de prévenir avant d'en arriver là. Et on n'a plus accès, c'est très difficile. Donc, essayons de prévenir avant et de mettre en place. Il y a des outils, il y a des experts, faites-vous aider pour être capable de mettre ça en place. Fait que je comprends que dans des endroits de travail où historiquement confrontationnel, on devrait mettre ça au recyclage, puis... La collaboration est
OK. Véronique? Bien, on en parlait tantôt, Daniel le disait, parlez à votre courtier, parlez à votre représentant, la personne qui s'occupe de vos services. Avec vos chiffres, tout ça, ils vont pouvoir vous émettre une recommandation, vraiment d'avoir une personne ressource à l'interne ou à l'externe. Idéalement, même parfois une personne avec un bagage médical ou une licence de pratique qui va instaurer le lien de confiance avec votre travailleur, amorcer cette collaboration-là vers les meilleurs services, les meilleurs soins, obtenir les consentements pour l'aider à gérer son dossier médical. Fait que, tu sais, c'est à voir avec votre consultant. Est-ce que vous devez avoir une personne à l'interne? Est-ce que vous êtes mieux de faire affaire en externe? Obtenez des recommandations, mais ciblez vraiment des gens qui peuvent vous aider de la meilleure façon possible à avoir la collaboration avec vos travailleurs. C'est peut-être pas une ressource humaine d'avoir le consentement pour du médical, mais si vous avez un partenaire d'affaires qui est médical avant tout, bien là, à ce moment-là, c'est peut-être plus facile. Fait que, tu sais, ciblez votre besoin, faites-vous aider pour cibler votre besoin, puis trouver la meilleure façon d'avoir cette ressource-là intégrée ou externe pour vous aider dans la gestion des dossiers. Merci. Daniel? Bien, j'en ai parlé tantôt. L'approche qu'on doit avoir, donc une approche qui est globale puis intégrée, donc on revient à la base. Donc, il faut vraiment intégrer cette approche-là dans votre culture d'entreprise, dans les pratiques de gestion au quotidien. Donc, c'est très important. Donc, c'est comme ça que vous allez arriver aussi à identifier justement les risques psychosociaux. Il faut les identifier. Donc, les risques psychosociaux, tu sais, bon, exemple, la violence, le harcèlement, mais de travailler aussi, mettre de l'emphase sur les facteurs de risque qui sont différents. Donc, ce n'est pas la même chose. Donc, les facteurs de risque psychosociaux comme la charge de travail, la reconnaissance, ces choses-là. Et si on transforme, puis on agit, puis on a des bonnes pratiques de gestion, bon, on sait que ça va être favorable pour la santé, puis ça va aider à transformer justement des facteurs de risque en facteurs de protection. Donc, ça va faire toute la différence. Donc, ça, je pense que c'est un élément clé vraiment à retenir, important à mettre en place là, avec justement ces nouvelles lois qui viennent d'arriver. Et j'aurais le goût de dire, d'avoir une approche aussi bienveillante, une approche qui est humaine. On parle d'évolution technologique et tout ça, mais des fois, innover, c'est innover humainement parlant. Comment qu'on peut le faire? Puis je dirais, demandez-vous en bout de piste, là, si c'était moi là, qui étais en arrêt de travail, là, comment j'aimerais qu'on m'accueille? Comment j'aimerais qu'on me traite? J'aimerais-tu qu'on m'appelle pendant que je suis en arrêt de travail, ces choses-là? Donc, prenez juste un pas de recul, dire, moi, là, si ça m'arrivait à moi, là, comment j'aimerais être vraiment traité? Puis souvent, bien, vous allez avoir la bonne réponse. Merci. Catherine? Bien, c'est un peu un wrap-up de ce que tout le monde dit. Moi, je dirais, c'est d'être proactif. Arrêtez d'être réactif. Proactif, renseignez-vous au plan médical. Faites les démarches que vous avez à faire légalement. T'sais, si vous n'avez pas de comité santé-sécurité, vous êtes censé en avoir un depuis 2021. Si vous n'avez pas fait votre analyse de risque, c'est censé être en place depuis 2021. Fait que, tu sais, il faut vraiment être proactif. Puis, tu sais, quand je dis au niveau médical, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais la thérapie cognitivo-comportementale par Internet, il y en a-tu qui connaissent ça ici? Si vous ne connaissez pas ça, posez la question après à nos gens. Pour de vrai, il y a des choses révolutionnaires sur le marché que vous pouvez intégrer dans vos pratiques quand vous êtes proactif. Quand vous êtes réactif, vous allez manquer des opportunités. Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre où on veut garder nos employés le plus longtemps possible, c'est important cet aspect-là. Parfait. Merci beaucoup. Très intéressant. Plein de pistes de réflexion et solutions. C'est maintenant la période des questions. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Oui. Alors, est-ce qu'on a un micro pour les gens dans la salle? Alors, monsieur? Oui. Ouais. Parler de l'analyse des risques psychosociaux 2025, est-ce que ça veut dire qu'on a jusqu'à, je ne sais pas, janvier 2025 ou octobre 2025 pour mettre en place quelque chose qui fait l'identification? 1, 2, je comprenais dans la loi que le gouvernement dit la CNESST devra réglementer ça en dedans de 2 ans. Et ça aussi, ça veut dire quoi? Et dans le temps? Donc, il y a présentement un régime intérimaire qui est en place. L'analyse des risques doit déjà être faite. Donc, ça fait partie du régime intérimaire. Ce qui va rentrer en vigueur plus tard en 2025, c'est vraiment ce qu'on appelle le programme de prévention. Un programme de prévention, c'est beaucoup plus large que juste l'analyse des risques. Donc, vous allez avoir déjà fait l'analyse des risques, puis le programme de prévention va devoir dire comment on adresse ces risques-là, qui est responsable de gérer ces risques-là. Donc, le programme de prévention, c'est beaucoup plus large. Ce qui reste à être adopté, qui n'est pas encore adopté, puis on l'attend avec grand intérêt, c'est notamment maintenant, autrefois, c'est le règlement sur les programmes de prévention, mais la législation va être amenée à évoluer. Il y a déjà des dispositions sur les programmes de prévention qu'on connaît dans la loi sur la santé et la sécurité qui sont adoptées. Il va y avoir un détail encore plus grand qui va être emmené par de la réglementation qui est amené à changer.
Fait que votre analyse de risque, ça doit déjà être fait présentement. Analyse de risque. Et physique. Oui. Donc, oui, c'est ça. Mais oui, psychosociaux, ça doit inclure la violence conjugale et familiale. Puis, Josée, je pense que tu vas rajouter quelque chose. Oui. L'analyse de risque doit déjà être faite. Or, les risques psychosociaux, sur le site de la CNESST, il y en a 4. Donc, vous pouvez aller voir ces 4 risques-là. Il y a des facteurs de risque après qui peuvent venir aggraver. Donc, ça, la CNESST a déjà mis sur son site Web certaines informations pour le faire. Maintenant, la réglementation, vous posez la question, je siège sur le comité conseil à la CNESST qui va devoir parler de qu'est-ce qu'on mettrait dans le règlement. Donc, on vient de m'annoncer la semaine dernière que le comité, on va avoir le mandat de réglementer sur les risques psychosociaux. Donc là, c'est déjà dans la loi qu'il faut faire l'analyse de risque. On va avoir des articles de règlement qui vont apparaître probablement en 2025. Mais les travaux commencent sur ça. Donc, ça va être à voir ce qu'on va mettre dans le règlement en 2025. On compte sur vous pour que ça soit le moins possible. Pression. On va essayer que ça soit clair. Josée parle des 4 risques sur le site de la CNESST, mais on aime bien la CNESST, mais on sait qu'ils peuvent aller au-delà de ce qui se trouve sur leur site. Fait analyser les problématiques que vous avez chez vous et pas juste qu'on retrouve sur le site de la CNESST, parce que quand un inspecteur débarque, qu'est-ce que je vous ai dit tantôt? Il vous impose et c'est lui qui va décider « Ah, mais je vois un risque que tu n'as pas identifié. » Et là, on parle de constat d'infraction parce qu'il y a des risques qui n'ont pas été identifiés, contrôlés et dans le fond, vous n'avez pas contrôlé les risques. Voilà. Autre question? Faut pas se gêner. Sinon, c'est moi qui pose les questions. Ça va être moins le fun. Oui? Oui, bonjour. On parle de gestion d'invalidité. Ma question, ça serait, c'est correct qu'on favorise la collaboration, si on veut, avec l'employé pour favoriser son retour au travail. Si l'employé ne veut pas céder, parce que ça arrive parfois, mon obligation en tant qu'employeur s'arrête où pour favoriser son retour, favoriser la collaboration? Est-ce que ça va même jusqu'à comme m'obliger à le forcer à se prendre en main? C'est où que je trace la ligne? Oui, bien, je peux peut-être répondre. C'est sûr que l'employé, à la base, au niveau de son contrat, il a quand même une obligation de participer à un programme. Souvent, dans les contrats d'assurance, là, il va y avoir ça, l'obligation de participer à un programme de gestion d'invalidité ou de réadaptation qui va être mis en place par l'assureur. Donc, ça va inclure aussi la préparation du retour au travail. Donc, oui, l'employé doit de bonne foi suivre les traitements médicaux que son médecin va lui prescrire ou que l'IPS va lui prescrire, mais aussi de participer de bonne foi à son plan de réintégration au travail. Donc, c'est ça, il y a quand même des obligations là, par rapport à ça d'un point de vue contractuel. Mais avant d'en arriver aux obligations contractuelles, toujours mieux de travailler en mode collaboration, puis d'amener la personne, pas lui dire, ben oui, il faut que tu participes, mais de l'amener dans l'action. Donc, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de partenariat, de collaboration, donc de l'amener puis vers un objectif commun. Puis c'est pour ça que de connaître dès le départ, y a-t-il des enjeux, ça c'est primordial, ça va nous aider pour la suite. Puis évidemment, ben, si la personne ne veut pas collaborer au niveau de son retour au travail, puis qu'il y a une aptitude d'un retour au travail, bien là, à ce moment-là, la personne va avoir à faire des choix parce que d'un côté, l'assureur va dire, bien là, il n'y a plus de limitation, tu as les capacités pour reprendre ton travail, mais là, si tu ne veux pas collaborer, ton employeur est prêt à mettre des mesures en place pour faciliter ton retour, mais là, si tu ne veux pas, bien, à un moment donné, il risque d'avoir une fin de prestation, puis il va se retrouver sans revenu. Donc, ça peut être ça, les impacts là, pour l'assurer. Puis peut-être, Catherine, je peux te laisser voir au niveau légal s'il y a des autres choses que l'employeur peut faire. Bien, tu sais, exemple, un salarié qui ne collabore pas à son plan de traitement. OK, on prend ce cas-là. Là. On a quelqu'un qui, justement, ne fait pas les traitements qu'il doit faire. Souvent, on va avoir une lettre de l'assureur qui va mettre fin à son assurance en disant, bien, tu ne collabores pas, on ferme ton dossier. Là, l'employeur m'appelle, dit, c'est parce qu'il n'est pas guéri, mais il ne collabore pas à son plan de traitement. Qu'est-ce que je fais? Il n'y a pas une réponse fit for all. OK? Malheureusement, je peux vous dire après 3 mois, après 6 mois. Mais dans un cas, exemple, que non-collaboration à un plan de traitement, l'employeur, vous avez des droits à dire, écoutez, là, j'ai besoin d'avoir l'information, le fameux consentement. C'est quoi? T'en es où? Comment est ta condition? Faire un questionnaire médical, c'est une autre solution que vous pouvez mettre en place. Puis après ça, on fait les démarches pour voir est-ce qu'on le force à collaborer? Est-ce que, malheureusement, on voit dans le dossier qu'il n'y a pas de possibilité de retour au travail dans un avenir prévisible, on met fin à l'emploi. Il y a plein de stratégies. C'est pas, comme je dis, un one size fits all. Non, puis c'est intéressant aussi de penser à
sais, des fois, on le disait, ben là, il ne s'est pas soigné. Il peut-tu revenir, il peut-tu pas? Ben, tu sais, il peut y avoir des évaluations médicales en cours d'absence pour vous donner une opinion. C'est sûr qu'il faut que le travailleur accepte de s'y présenter, mais comme il est en invalidité, vous avez aussi comme employeur parfois le droit d'appliquer un certain droit de le faire évaluer, d'avoir des informations parce que ce qui va être un enjeu santé-sécurité au travail. Puis on va le voir aussi dans les employeurs qui sont auto-assurés. Donc, disons que vous n'avez pas d'assureur pour le court terme, vous êtes en continuation de salaire, tout ça. C'est là aussi que d'avoir une ressource, comme on en parlait tantôt, plutôt dédiée à la gestion de vos dossiers, va vous permettre d'avoir davantage d'informations puis de savoir, tu sais, qu'est-ce qu'on fait avec lui. Finalement, il ne se soigne pas, il n'y a pas de traitement, il n'est pas intéressé. C'est parce que Daniel le disait, est-ce qu'on peut l'amener sur le mode mise en marche, tout ça, parce que peut-être qu'il a peur, il y a peut-être des croyances envers la médication, il y a peut-être une incompréhension de son diagnostic, il est peut-être dans un déni complet de « je suis pas malade, je veux rien savoir », fait qu'il faut l'accompagner là-dedans pour qu'il y ait une acceptation, puis une adhérence à un traitement, puis éventuellement une résolution de la condition aussi, là. Merci, mesdames et messieurs. Oh, est-ce qu'elle est courte, votre question? Vite, vite, parce que le marketing va me chicaner. Vite, vite, vite. Dites-le. Oui, merci. Salut. Bonjour. On va faire ça vite. On a plusieurs travailleurs étrangers, qui soit en CSST ou en assurance, qui s'en vont dans leur pays le temps de la convalescence. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire à ce niveau-là? Donc, Catherine, c'est drôle. 30 secondes. 30 secondes. OK. Vous m'avez eu, là, j'avais dit simple. Je le fais rapidement là, pour les gens qui retournent dans leur pays pour la convalescence. On ne peut pas les empêcher de retourner, OK? Mais il y a des moyens de gérer et vous avez le droit d'autoriser ou non le départ. Ça reste pour vos employés. Mais s'ils quittent sans vous en parler, ce qui arrive souvent, surtout quand ils sont en CNSST, bien là, il y a des mesures à prendre, notamment, il existe des expertises à distance. On peut les faire par visio. Fait on fait faire des expertises, puis là, après ça, on dit, tu reviens, tu es prêt, tu es apte ou X ou Y. Mais il faut bien monter les mandats d'expertise et flash news. Faites-le écrire par un CRHA ou un avocat pour que ce soit couvert par secret professionnel. Parce que si vous n'êtes pas CRHA ou avocat, l'employé peut demander une copie du mandat et on n'aura pas de raison pour s'y opposer à moins qu'on envisage un litige. Merci, Catherine. Peut-être juste un point, je dirais, vérifier dans vos contrats, parce que dans Vous le contrat aviez d'assurance- si bien fait ça. Non, mais... c'est ça. Mais non, mais c'est vrai, parce que souvent, ça peut être encadré. Il peut y avoir des durées pendant lesquelles la personne, c'est ça, ne peut pas être à l'extérieur du Canada, doit être sous les soins médicaux d'un médecin au Canada, un peu même à l'image de l'assurance-emploi. Même l'assurance-emploi, c'est régi, là. Tu peux aller à l'extérieur du Canada, mais c'est pour recevoir des soins médicaux. Donc, c'est quand même quelque chose qui est encadré. Donc, vérifiez dans le contrat qui est prévu. Donc, je ne m'étends pas plus, mais il faut se Merci. passer là. Alors, maintenant, mesdames et messieurs, votre premier panel. Merci beaucoup.